Bonjour à toutes et à toutes. Je vais me présenter brièvement et puis ensuite je mettrai en écran partagé le PowerPoint, la présentation PowerPoint qui soutiendra mon propos. Je remercie le professeur Michel Alade-Jones et ses collaborateurs et collaboratrices d'avoir initié cette série de webinaires et de m'avoir invité à proposer un peu mes réflexions autour de ces questions de temporalité et de temps en général. On y reviendra dans le propos, puisque j'essaierai aussi de montrer tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble les raisons qui nous conduisent aujourd'hui à interroger cette question des temps en formation des adultes et plus généralement en sciences humaines et sociales. Alors, je suis professeur à l'université de Sherbrooke. J'ai été professeur titulaire et maintenant je suis en retraite progressive, comme un bon nombre de gens de ma génération, ici et ailleurs. Donc, j'ai encore quelques activités de direction d'étudiants de thèse et de master. Et puis, j'interviens également ponctuellement à la faculté d'éducation de l'Institut catholique de Paris. Et puis également dans le cadre du master à distance que l'Université de Rouen, Lyon 2 et le CNED ont mis en place depuis 1997, si j'ai bonne mémoire. Et donc, j'interviens dans le cadre d'un séminaire formation des adultes je dirige également des étudiants du master à distance dans cette structure et dans le campus en ligne qu'on appelle le campus Force. Et puis, plus précisément, je dirige depuis sa fondation, sa création, la revue savante Phronesis, qui édite 4 numéros par an, bientôt un hors-série en plus, qui est diffusé sur Érudit et sur Cairn, et depuis janvier sur Cairn International, ce qui permet aussi à nos collègues, amis, partenaires non francophones de pouvoir accéder au moins au sommaire, au résumé, au titre des articles en anglais. Voilà. Je pense avoir résumé rapidement l'affaire. Et puis plus généralement, je m'intéresse à la formation des adultes depuis ma thèse et tout particulièrement aux questions de formation par alternance. J'y reviendrai aussi dans le propos. Alors voilà, pour commencer dans le vif du sujet, je vais partager le PowerPoint. Voilà. Je pense que c'est celui-là. Voilà, il me semble. Voilà. Partager. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde le voit, le PowerPoint? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Oui, c'est bien. Alors, je vais essayer aussi de parler relativement lentement pour permettre peut-être aussi à nos collègues qui ne sont pas francophones, qui comprennent un peu le français, de pouvoir nous suivre. Je regrette de pas suffisamment maîtriser l'anglais pour faire mon intervention directement en anglais, mais voilà, je vais essayer de prendre aussi en compte, bien évidemment, le fait que certaines et certains d'entre vous ne sont peut-être pas pleinement francophones. Alors, l'idée, c'est, j'ai proposé ce titre à Michel et à ses collaborateurs et collaboratrices euh, parce que nous est venu depuis une dizaine d'années l'idée, alors quand je dis nous, un certain nombre de chercheurs, d'interroger les questions des temps au travers d'un ensemble de recherches que nous conduisions ou que nous conduisons ici ou là toujours dans le champ très général de la formation des adultes et de la formation professionnelle aussi, que l'on peut également identifier, à la fois bien évidemment dans le monde francophone, mais plus généralement ailleurs, puisque cette formation des adultes n'est pas un champ de recherche nouveau, ça fait plusieurs années que, pour pas dire plusieurs décennies, que différents chercheurs s'intéressent à ces questions-là, mais plus récemment, les questions de temps, de temporalité se sont invitées dans les débats
et ça amène aussi à peut-être relire ou réinterroger des problématiques de recherche, des résultats de recherche, des méthodologies de recherche à la lumière de ces questions assez larges des temporalités en formation. Alors, j'ai proposé comme titre 3 détours parce que je vais vous proposer 3 clés d'entrée pour essayer d'interroger ces questions de temporalité. Et mon propos s'appuiera sur 2 ouvrages que nous avons sortis aux éditions Champs Social. Un premier ouvrage auquel ont collaboré un certain nombre de chercheurs, et dont Chiara Biasine de l'Université de Padoue et Pascal Roquet du CNAM. Et puis un second ouvrage où là aussi d'autres chercheurs ont collaboré pour faire état un peu des travaux qui portaient sur les questions de temporalité. Alors je vais faire un peu une synthèse de ces 2 moments forts qui nous ont réunis il y a 2 ou 3, sur les 3 ou 4 dernières années, si j'ai bonne mémoire, et également mes travaux et mes réflexions autour du développement des formations en alternance, ou plus exactement du regain d'intérêt pour l'alternance en formation, et voir en quoi ce regain d'intérêt ces 5 dernières années souligne aussi l'importance d'interroger les questions de temporalité. Alors, on répondra bien évidemment aux questions à la fin de ma présentation. Alors, je vais organiser ma présentation autour de 5 étapes qui renvoient à ces 3 détours dont je viens de parler. Premier détour, c'est la question de l'ingénierie de la formation. J'ai intitulé le titre de cette première étape une ingénierie de la formation ou de formation en quête de sens. Ça fait longtemps qu'on parle de cette notion d'ingénierie de formation. Elle a traversé les discours politiques, les discours sociaux. Elle traverse surtout aujourd'hui les réflexions des établissements secondaires et postsecondaires qui toilettent des curriculums, qui modernisent des curriculums, qui créent de nouvelles formations. Et on verra aussi dans quelle mesure c'est relié au virage professionnalisant de l'enseignement supérieur qu'on peut constater ici ou là, et particulièrement dans le monde francophone depuis quelques années. Le deuxième détour, c'est sur la question de l'alternance. On verra en quoi le retour en grâce de l'alternance comme discours aujourd'hui pose véritablement la question de la gestion des temps et du sens des temporalités dans l'organisation de ces formations qui se réclament de l'alternance. Je dis ça avec beaucoup de prudence parce que on l'a vu dans un numéro que nous avons coordonné avec Christophe Gremion il y a quelque temps sur les pédagogies de l'alternance. Nous pouvons toujours affirmer que l'alternance, c'est un peu un gros sac dans lequel on met plein de choses. Et donc, il faudra aborder ce deuxième détour avec un peu de circonspection et surtout beaucoup de prudence. Et puis, le troisième et dernier détour, c'est la question de l'apprentissage professionnel. Moi qui me mobilise depuis plusieurs années dans différents textes, dans différents travaux, parce qu'il me semble que le moyen peut-être d'identifier la question des temporalités et de la place des temporalités dans une conception de la formation des adultes, c'est de poser comme finalité intrinsèque des parcours de formation, voire des parcours de professionnalisation, l'acte d'apprendre. Et peut-être que cette finalité a été un peu trop ces dernières années sous-estimée, voire impensée, voire ignorée. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet, donc avec ce premier détour autour de l'ingénierie de formation. Depuis quelque temps, vous savez que dans la formation des adultes, on a vu se multiplier des formation à l'ingénierie de formation. Le terme d'ingénierie
si je renvoie aux premiers travaux que nous avons pu faire il y a quelques années, on est plutôt dans les années 1990 en France en particulier, c'est-à-dire que on essaie de penser de manière peut-être plus organisée, plus rationnelle, un parcours de formation. C'est quelque chose qui va toucher tout le secteur de la formation des adultes et qui va toucher tout particulièrement l'enseignement supérieur, à qui on va dire, alors quand je dis enseignement supérieur, ce ne sont pas seulement les universités, ce sont par exemple les écoles professionnelles, si je prends dans le secteur de la santé, de la médecine ou du travail social. On a des évolutions assez significatives des parcours de formation et on demande à ce que ces parcours de formation s'inscrivent vraiment dans une orientation professionnalisante. C'est-à-dire qu'on demande aux établissements d'enseignement supérieur de s'inscrire dans une logique où ils se doivent de répondre aux besoins des professionnels, aux attentes des professionnels, aux exigences des professionnels. Et bien sûr, on voit dans ces parcours de formation professionnalisant un moyen d'améliorer l'insertion dans l'emploi des diplômés. Et c'est quelque chose aussi, cette ingénierie de formation, qu'on va retrouver même jusque dans les réflexions plus générales sur le système éducatif. Donc, c'est pour ça que je considère, comme d'autres, qu'on va passer tout doucement d'une ingénierie de la formation ou de formation à une ingénierie de la professionnalisation. C'est-à-dire que là, et je renvoie entre autres aux travaux de Richard Witorski, que la plupart d'entre vous devez identifier, en tout cas pour les publications francophones, on va se tourner de plus en plus vers ce maître mot qui est la professionnalisation, c'est-à-dire une interrogation sur la professionnalisation dans les métiers, au sens large du terme, mais aussi et surtout une professionnalisation des parcours de formation. Alors ça va devenir quasiment un mantra, hein, c'est-à-dire tous les parcours de formation vont devoir se transformer en garantissant une forme de professionnalisation. Et l'un des discours qui va progressivement s'inviter à nouveau, c'est la question de la place des différents temps de la formation, en particulier la place des temps en entreprise ou en situation de travail versus les temps de la formation dans les écoles, dans les centres de formation, dans les facultés, les universités en général. Donc là, vous voyez qu'on est bien dans un discours qui d'ingénierie de la formation ou de formation très puissant, qui est quand même assez ancien maintenant, vers progressivement une ingénierie de la professionnalisation qui impacte ces établissements d'enseignement supérieur. Et dans cette question de la professionnalisation, un moyen annoncé de garantir cette professionnalisation des parcours de formation, c'est d'interroger la place de différents temps, dont les finalités, dont les logiques aussi, sont différentes les unes par rapport aux autres. Alors, bien évidemment, l'alternance, j'y reviendrai tout à l'heure dans le deuxième détour, va pointer son nez puisque c'est assez difficile d'instruire l'idée d'un développement, d'une prise en compte des temps dans les parcours de formation sans évoquer, bien évidemment, la question de l'alternance ou en tout cas tout ce qu'elle représente en termes de gestion des temps ou de problématiques de gestion des temps. Alors, deuxième élément de réflexion sur ce glissement entre une ingénierie de la formation et une ingénierie de la professionnalisation, c'est que bien évidemment, certains auteurs, certains chercheurs, certains praticiens, certains acteurs sociaux, certains décideurs interrogent ce virage, c'est-à-dire interrogent en se posant la question centrale, d'une part de la raison d'être de cette orientation professionnalisante, et l'autre question qui vient souvent, c'est comment fait-on pour passer d'une ingénierie de la formation à une ingénierie de la professionnalisation. Donc, ça suppose de réinterroger les pratiques des acteurs, de réinterroger aussi le projet de l'apprenant dans cette affaire,
le projet de l'étudiant, le projet du formé, mais plus spécifiquement la question des pratiques des acteurs, c'est-à-dire des formateurs et de toutes les personnes qui interviennent dans ces parcours de professionnalisation, que ce soit bien évidemment des tuteurs ou des mentors ou des coachs, c'est-à-dire toute cette terminologie qui qualifie la présence de personnes qui viennent du monde professionnel ou qui sont des professionnels à part entière, c'est-à-dire qui exercent, c'est souvent le cas, une double activité, une activité de formation, mais aussi ils pérennisent, ils poursuivent leur activité de professionnel, et aussi toutes les personnes qui vont soutenir ce développement des parcours de professionnalisation. Et je pense bien évidemment à des ingénieurs de formation, à des ingénieurs pédagogiques, à des spécialistes ou à des gestionnaires qui sont chargés d'accompagner les différents acteurs à s'inscrire dans ce virage de la professionnalisation. Par exemple, à l'université de Sherbrooke, on voit apparaître dans les années 95-2000, mais plus 2000 d'ailleurs, ce qu'on appelle des technopédagogues, c'est-à-dire des gens qui vont être recrutés dans les universités pour aider des enseignants, pour aider des formateurs à à modifier leurs cours, leur structure de cours et à pouvoir également utiliser les nouveaux outils numériques pour faire que cette professionnalisation, ces parcours de professionnalisation ne soient pas seulement des parcours pensés de manière académique, de manière traditionnelle, mais soient aussi pensés en saisissant ou en rappelant le fait qu'un certain nombre des personnes qui s'inscrivent dans ces parcours de professionnalisation peuvent être, pour la plupart d'entre eux, en emploi ou en emploi partiel, c'est-à-dire que souvent, ce sont des gens qui ont d'autres charges dans la vie, des charges personnelles, des charges professionnelles, mais qui reprennent un parcours de formation. Et donc, il faut aussi penser le parcours de professionnalisation en l'adaptant aux caractéristiques de ces étudiants, de ces formés. Alors, on va beaucoup s'interroger sur les pratiques des personnes qui interviennent dans ces parcours de professionnalisation, avec quand même, il faut bien le dire, un modèle académique omniprésent. C'est-à-dire quand il s'agit de se poser la question de comment on gère différents temps dans un parcours de professionnalisation, le modèle qui revient le plus souvent, c'est le modèle de l'alternance, si j'ose dire, traditionnelle, c'est-à-dire où on a un temps en formation, un temps en entreprise. La question des stages devient une question quasi omniprésente, pour pas dire obsédante, c'est-à-dire quelle est la dose de stage dans ce parcours de professionnalisation, donc toute la question des volumes horaires, des masses horaires. Donc on est vraiment dans de l'ingénierie, c'est-à-dire dans de la technique de formation, de gestion de formation, et comme souvent, on s'appuie sur les modèles que l'on connaît, c'est-à-dire que la formation des adultes, la formation professionnelle en général, l'enseignement professionnel, même si je renvoie là au système scolaire, au système éducatif, elle n'a pas attendu ce virage professionnalisant des parcours de formation pour installer dans un curriculum des temps de stage, c'est-à-dire d'autres temps que le simple temps de la formation en école, en centre, en classe. Donc là, on est vraiment dans une construction où finalement le système, la construction traditionnelle d'une formation professionnelle est omniprésent et enferme d'une certaine manière la manière de penser des ingénieurs de formation, et on va voir assez vite que finalement, notamment dans les facultés, on peine énormément à dépasser ce modèle-là. Alors, j'avance. Alors, je disais, la question pour clore un peu ces éléments-là, la question c'est de s'interroger sur le sens de ce virage professionnalisant de l'ingénierie de formation,
s'interroger aussi sur comment on gère ça très concrètement, puisque ça, il y a plusieurs acteurs, il n'y a pas seulement le centre de formation, il n'y a pas seulement les enseignants, il n'y a pas seulement les formateurs, il y a d'autres personnes qui interviennent, et comment surtout on gère des différences de conception de la formation, de conception du travail et de conception de l'apprentissage. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire que on voit bien que mêler des personnes qui n'ont a priori pas vocation à être ensemble, puisque si on est dans un système scolaire généraliste, c'est un groupe de professeurs, c'est un groupe d'enseignants qui interviennent auprès d'élèves. Il y a très peu d'acteurs périphériques, un peu les parents d'élèves, un peu le personnel technique de l'établissement, mais il n'y a pas d'acteurs ou d'intervenants qui viennent d'ailleurs. En formation professionnelle, bien évidemment, il faut jouer avec d'autres acteurs, parce que si on veut mettre en place des situations formatives en lien avec des situations de travail, qu'elles aient lieu dans le centre de formation, qu'elles aient lieu dans le cadre de stages, contractualisés ou pas, autrement dit rémunérés ou pas, peu importe, on est bien obligé d'associer à cette construction-là, à ce fonctionnement-là, des acteurs qui n'ont pas vocation, a priori, à être des formateurs, encore moins à être des didacticiens ou des pédagogues. Donc, toute la question de cette articulation entre les situations de formation dans le centre de formation et à l'extérieur de l'information, mais aussi à gérer des différences de statut, des différences de rapport à la formation, de rapport au travail, de rapport à l'apprentissage, constitue un nœud de problèmes à résoudre qui vont forcément, à un moment donné, être liés à la manière dont les gens gèrent et pensent les temps de la formation. C'est-à-dire qu'on ajoute de la complexité. Et moi, j'ai souvent dit que développer des formations professionnalisantes, penser des parcours de professionnalisation, c'est ajouter de la complexité. C'est finalement, je vais tenter de dire un peu par provocation, plus simple de gérer un parcours de formation intramuros que de gérer un parcours de professionnalisation qui associe plusieurs personnes, plusieurs acteurs, mais aussi qui va devoir composer avec différentes situations et qui va devoir composer avec différents temps. Je passe aussi sur le fait que dans cette construction, dans cette conception d'un parcours de professionnalisation, on peine aussi, on a des difficultés à s'extraire d'une conception d'un temps rapide, ce que je vais appeler dans mon propos un peu plus tard le présentisme, ce que l'historien François Hartog appelle le présentisme, entre autres, c'est d'avoir une conception très linéaire du temps et dans un rapport d'accélération très omniprésent. Ça fait écho aussi aux réflexions du sociologue Arnaud Troza sur l'accélération, c'est-à-dire qu'on est dans une vision d'un parcours qui doit être géré au mieux, qui doit satisfaire aussi des attentes d'une clientèle, j'utilise le terme à dessein, clientèle, qui exige une formation relativement courte, pas trop onéreuse, où on puisse être diplômé et avoir une certification rapidement. Et on le voit bien aujourd'hui dans le développement des dispositifs qui vous permettent de certifier d'une manière ou d'une autre des compétences, ou même dans le contrat, les nouveaux contrats de professionnalisation qui ont été mis en place dans différents pays. Donc, on a des critiques sur cette dérive professionnalisante des parcours de formation, mais c'est intéressant parce que ces critiques soulignent aussi ou rappellent que l'une des difficultés de ce virage professionnalisant, entre autres, c'est gérer la complexité. La complexité des pratiques, la complexité surtout des conceptions, j'y reviendrai un peu plus loin. Alors, je vais maintenant terminer cette première étape
en essayant de souligner aussi que il y a des difficultés très pratiques à basculer d'un parcours de formation à un parcours de professionnalisation. Et notamment, c'est toute la question des temps et ce que j'ai appelé des difficultés à dire les temps. Comment on dit les temps? Et on voit que dans les curriculums, dans les maquettes des diplômes, dans les plaquettes des centres de formation, des facultés, des départements universitaires, des écoles professionnelles, on utilise différents mots. On utilise souvent le mot stage. Le stage, on verra que c'est finalement un mot assez commode parce que dans le stage, il y a tout. Ça peut être une situation, ça peut renvoyer à des temps, ça peut renvoyer à l'idée que s'il y a stage, il faut que ce soit articulé à autre chose. Mais c'est quoi autre chose? Des périodes, des séquences, des moments, des stades, des étapes. On a différents termes pour exprimer les temps, mais il n'est pas tout à fait certain que chacun y mette exactement les mêmes choses, sans même parler de notions peut-être plus récentes que sont les rythmes, les instants. J'y reviendrai un peu plus loin. L'autre réflexion qu'inspire ce virage professionnalisant des parcours de formation, c'est qu'on voit bien que chacun d'entre nous, nous avons une conception du temps de la formation. Alors, du temps en général, au sens où une formation, ça part d'un point A et ça finit à un point B, donc c'est quelque chose de clos, et c'est quelque chose, comme je le disais il y a quelques minutes, qui doit être de plus en plus ramassé. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir proposer un parcours de professionnalisation qui ne soit pas trop long, qui s'ajuste aussi aux exigences, aux qualificatifs, aux caractéristiques des apprenants. C'est aussi un temps qui doit intégrer d'autres temps. Donc, il y a un temps au singulier et des temps au sens du pluriel. Et puis, comme la professionnalisation le dit bien dans ses orientations, dans les textes qu'on peut voir sur la professionnalisation, on intègre aussi l'idée que dans un parcours de professionnalisation, il y a des micro-temps. Il y a le temps de la formation professionnelle, il y a le temps, c'est assez peu évoqué, mais on le trouve notamment dans des travaux qui cherchent à travailler en lien avec la notion de situation. On a l'apprentissage professionnel, on a les notions de développement professionnel et on a les notions d'insertion professionnelle. Donc, on voit bien que quand j'intègre tout ça, le temps de la formation s'allonge. Même si, à ce moment-là, quand on parle d'insertion professionnelle, le temps est plus élastique. La fin du temps, de ce temps long, n'est pas tellement précisée. Si je prends l'exemple de l'insertion professionnelle des enseignants, on estime, certains travaux estiment aujourd'hui à entre 5 et 10 ans le temps que mettra un jeune enseignant pour s'insérer professionnellement, pour acquérir un statut plus stable dans le milieu professionnel, pour être dans une espèce de gestion sereine de ses pratiques, etc., etc. À tel point d'ailleurs que vous avez aujourd'hui des écoles de formation des enseignants qui mettent en place des dispositifs d'accompagnement sur les 5 premières années de l'entrée dans le métier. Et si on rajoute le fait qu'on sait que c'est souvent dans ces 5 premières années que le taux d'abandon des profs est le plus important, eh bien, on voit bien que le temps de la formation intègre des micro-temps à l'intérieur et qui suppose une vision à la fois ramassée, mais aussi peut-être une vision plus lointaine de la fin de ce que serait la formation. Alors, sans parler, bien évidemment, d'une expression que vous connaissez toutes et tous, qui est l'éducation tout au long de la vie. C'est-à-dire que quand on installe ou quand on rappelle cette dimension-là d'une formation tout au long de la vie, là, le temps devient encore plus élastique. La fin du temps de la formation disparaît ou s'estompe pour laisser place à l'idée que finalement, on n'en a jamais fini d'apprendre. Il y a un livre que je cite souvent de Pierre-Marie Meignet et de Bernet Automont qui s'appelle L'acte d'apprendre, où
les deux auteurs, rappellent tout ça, rappellent ces questions d'une espèce de vision un peu infinie du temps de l'apprentissage, peut-être plus que du temps de la formation. Alors, ces différentes conceptions du temps sont à la fois de l'ordre de l'intime, mais ils sont, et François Hartog le dit très bien, ils sont aussi de l'ordre du culturel, du social et du culturel. Quand François Hartog parle d'historicité et de régime d'historicité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement que chacun d'entre nous, nous appréhendons le temps et ce que ça signifie pour nous. Et dans une formation professionnelle, dans un parcours de professionnalisation, un formateur, un ingénieur de formation, un ingénieur pédagogique, un tuteur ne peut pas ignorer cette question centrale. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons une conception singulière du temps et des temps, et que forcément, à chaque fois qu'on va s'impliquer dans ce parcours-là, on pourra constater peut-être des malentendus ou des divergences qui peuvent peut-être aussi être à l'origine de certaines difficultés de réussite des apprentissages dans ces parcours. Et puis, dernier élément, on voit arriver depuis déjà une bonne quinzaine d'années, et c'est beaucoup lié aux travaux qui sont développés en formation des adultes autour des théories de l'activité du travail ou des théories d'analyse de l'activité du travail, une notion qui ne cherche pas nécessairement à se substituer au concept du temps ou à la notion de temps, c'est la notion de situation. J'y reviendrai un peu plus loin, c'est-à-dire que on voit depuis déjà quelques années des travaux tout à fait centraux. Alors, bien évidemment, dans le monde francophone et en France tout particulièrement, les gens en didactique professionnelle ont été un peu les pionniers à travailler ces questions de situation, mais plus généralement, les théoriciens de l'activité, de l'analyse de l'activité du travail, quelle que soit leur obédience, c'est-à-dire que ce soit plus analysé sous l'angle didactique, sous l'angle de la psychologie du travail, voire sous l'angle de l'ergonomie, ont installé des questionnements tout à fait intéressants parce que cette notion de situation renvoie effectivement aux temporalités, mais elle renvoie aussi aux questions des espaces. C'est-à-dire où ça se passe, l'activité de formation, dans quel lieu ça se passe et à quel lieu ça renvoie également. Et là, on voit bien que les questions de temps, elles sont intimement corrélées à la question des espaces. Alors, il y a un article de Frédéric Tupin qui distingue, tout à fait intéressant, qui distingue situation et environnement, mais on voit bien aussi que cette question des espaces, je pense à un dernier livre de Georges Vigarello sur les lointains. Georges Vigarello montre très bien dans son livre sur les lointains que quand on parle des horizons, des lointains, des espaces au sens géographique du terme, il y a bien évidemment ces questions de temps. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand un grand voyageur se déplace, il pense effectivement l'espace, mais il pense aussi le temps que ça va lui prendre pour se déplacer. Et cette question des liens entre espace et temps, elle est omniprésente aussi dans les travaux sur les temporalités. Alors, je vais passer à la deuxième étape, là, pour pas être trop long, sur les questions d'alternance et pourquoi il est apparu depuis 5 ou 10 ans des travaux sur l'alternance, ou plus exactement ce que j'appelle moi un regain d'intérêt sur l'alternance. On pourrait considérer que l'une des premières raisons, c'est le fait que quand on cherche à développer un discours puissant sur la professionnalisation des parcours de formation, on a besoin d'un terme un peu fédérateur et d'un terme qui exprime certaines conceptions de la formation et certaines conceptions du temps.
Les formations en alternance, je renvoie au livre de Jean Housset, 1987, École et vie active, résister ou s'adapter. Les formations en alternance, on n'a pas attendu ces 10 dernières années pour les penser, les mettre en œuvre, ni pour travailler en tant qu'objet de recherche dessus, bien évidemment, mais on voit bien que l'alternance, c'est aussi un slogan, c'est aussi un discours qui est assez facile à évoquer et à exprimer parce que il dit tout et pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans l'alternance, en formation, on ne va pas penser à une alternance politique a priori, entre deux partis politiques, entre deux gouvernements. On va immédiatement penser à une gestion de temps. C'est-à-dire comment on intègre des temps qui sont différents et qui sont portés par des organisations différentes, et en particulier l'école et l'entreprise. Donc évoquer l'alternance, c'est finalement dire beaucoup de choses en un mot, mais en disant beaucoup de choses, finalement, on ne dit pas grand-chose. C'est ça tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'on ne dit pas notamment quel est le rapport au temps qui s'exprime le plus majoritairement dans ces discours sur l'alternance, et on s'aperçoit en l'étudiant que là aussi, on reste dans une conception de la professionnalisation très traditionnelle et avec une conception très linéaire du temps où finalement on a un temps de formation, puis à un moment donné, un temps où on applique ce que l'on a vu en formation dans le cadre de stage, et puis un troisième temps où finalement, quand on est assez autonome, quand on juge que l'étudiant est assez autonome, il va pouvoir aller dans l'entreprise. C'est comme ça, sur ce modèle-là, que pendant longtemps, la formation professionnelle des profs s'est organisée, c'est-à-dire qu'on avait un temps en formation dans les écoles normales en France ou dans les facultés d'éducation. Il y avait des temps de stage, et dans les stages, on avait des temps de stage d'observation et de temps de stage de mise en situation, c'est-à-dire un petit créneau supplémentaire, un petit obstacle supplémentaire quand on considérait qu'on avait suffisamment observé une situation de travail organisée et mise en œuvre par un autre enseignant senior, eh bien, on était en mesure, à notre tour, de gérer la classe, de prendre le pilotage de la classe, jusqu'au moment où le centre de formation, l'école normale ou l'école professionnelle certifiait qu'on avait acquis suffisamment de compétences pour être titularisé ou pour être communément envoyé dans les classes faire notre métier. Alors, dans beaucoup de structures de formation professionnelle, on reste encore dans cette conception de la formation, dans une formation professionnalisante, où finalement, le temps central, c'est le temps de la formation, et puis on injecte avec des dosages différents, en fonction aussi des époques dans lesquelles on déploie ces parcours de formation par alternance, on va injecter des heures de stage, des situations externalisées, et on pourrait dire aussi qu'aujourd'hui, dans des écoles, par exemple, qui forment des ingénieurs, on a déjà depuis longtemps non seulement des temps en entreprise, mais par exemple, on va proposer un stage à l'étranger. Un stage à l'étranger, c'est une forme d'alternance qui revient à la personne. Vous allez aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, si j'ose dire, et voir dans quelle mesure vous pouvez extraire de ce que vous allez découvrir des éléments importants pour construire, pour enrichir votre formation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'alternance nous renvoie finalement là aussi à une forme de classicisme, de traditionnalisme qui pèse sur les manières de penser les temps de la formation. On est dans du linéaire, aussi dans du continu, on n'est pas dans du discontinu. On pense le temps comme une espèce de chronologie qui s'écoule, où on part d'un statut de novice pour devenir un apprenti, puis un professionnel junior, puis à un moment donné un professionnel senior, puis sans doute un jour un professionnel expert qui pourra à son tour non seulement intervenir en formation en tant que tuteur, par exemple, mais peut-être aussi participer à des comités de pilotage parce qu'on considérera qu'il est suffisamment expert dans son métier pour faire évoluer la profession et pour éventuellement avoir un avis sur l'évolution du parcours de formation. Alors, on est donc dans cette conception traditionnelle, mais cette conception traditionnelle des temps
souligne aussi les conceptions traditionnelles de l'apprentissage au travail et de la conception des savoirs. C'est-à-dire, quand on parle d'un temps de la formation, finalement, derrière se cache très très vite le fait que la formation, c'est d'abord et avant tout la transmission de savoirs théoriques qu'on va pouvoir ensuite mobiliser pour mettre en place des savoirs pratiques. Et on voit bien que quand on parle de cette gestion des temps dans les débats sur l'alternance, il y a d'autres rapports qui se rappellent à nous. Il n'y a pas seulement des rapports au temps ni aux situations, mais des rapports à l'apprentissage, comment on voit l'apprentissage professionnel, et des rapports au savoir. C'est-à-dire quels sont finalement, comment je pense les savoirs, parce que penser les savoirs, c'est me renvoyer aussi au temps. Et penser l'apprentissage, c'est aussi renvoyer au temps. Donc, on voit bien dans ces travaux sur l'alternance que finalement, la complexité dont je parlais en préambule tout à l'heure, elle est significative. C'est-à-dire qu'on voit bien que s'intéresser à la gestion des temps de la formation, à la manière de penser les temps de la formation, ça ravive ou ça réveille d'autres conceptions qui viennent s'entrechoquer, qui viennent dialoguer ensemble, notamment les conceptions de l'apprentissage et les conceptions des savoirs. Alors, après, bien évidemment, on peut considérer aussi que l'alternance va nous renvoyer à qu'est-ce qu'on fait en formation. C'est-à-dire, dans ces situations formatives, ou que j'appelle moi parfois potentiellement formatives, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire, à quel moment on peut considérer qu'une situation est formative dans un parcours de professionnalisation? Alors, c'est là où tous les travaux ont bien rappelé Marc Durand et Étienne Bourgeois dans un livre de 2012 qui s'appelle Apprendre au travail, ont bien souligné, c'est-à-dire qu'on a vu un certain nombre de recherches tout à fait intéressantes s'interroger sur quelles sont les formations ou les dispositifs qui permettent d'apprendre au travail et d'apprendre du travail. Alors, bien évidemment, je parlais tout à l'heure de la didactique professionnelle, mais on a d'autres aussi travaux qui vont utiliser, là encore, une espèce de binôme, on pourrait appeler ça un binôme ou un duo entre activité et situation. C'est-à-dire que dans une situation, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait faire aux formés et si on cherche justement à leur faire apprendre leur métier, à leur faire découvrir une pratique professionnelle, à l'acquérir et à la maîtriser, il faut qu'on pense les situations autour de la notion d'activité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait faire à la personne? Alors, bien évidemment, c'est pensé d'abord comme une activité professionnelle, mais faire quelque chose à une personne n'est pas suffisant, pour apprendre. Sans renvoyer nécessairement aux travaux anciens maintenant de Delbos et Jorion, dans un livre fameux qui s'intéressait sur la conception des savoirs et de l'apprentissage, on sait très bien que faire quelque chose n'est pas suffisant pour apprendre. Il faut qu'à un moment donné, on ait le moyen d'analyser ce que l'on fait. Et donc, il y a une troisième variable qui va s'inviter dans ce binôme ou dans ce duo activité et situation, c'est l'analyse. Sans analyse d'une activité en situation, je ne suis pas en mesure de saisir ce que je dois faire, de saisir les obstacles ou les problèmes que je dois résoudre et identifier les bonnes ressources pour dépasser ces obstacles ou résoudre ces problèmes. Je peux le faire en partie seul, mais j'ai besoin aussi de quelqu'un qui m'accompagne dans l'analyse de cette activité. Et on va voir dans l'alternance, dans les travaux sur l'alternance, se développer ou s'inviter toute une série de réflexions sur les liens entre activité, analyse et situation. Autrement dit, comment faire des situations. Et là, vous voyez, je ne mets pas situation de formation ou situation de travail et encore moins situation de stage. Comment toutes les situations qui ponctuent ce parcours de professionnalisation, je vais pouvoir installer dans une construction ou dans une perspective
très didactique, comment je vais pouvoir installer des activités qui vont permettre à l'apprenant, à l'étudiant, au formé, d'apprendre son métier et d'acquérir la pratique ou les pratiques professionnelles constitutives de son métier. Donc là, on voit bien aussi que c'est intéressant parce que en installant ce trio activité, analyse et situation, on est aussi à réinterroger les situations. Et donc, du coup, on est aussi à réinterroger les temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une vision un peu chronologique, comme je l'exposais tout à l'heure, avec situation de formation, situation de stage, situation de travail, même si on peut, avec tous les modèles qui est toutes les typologies de l'alternance associative jusqu'à l'alternance intégrative, c'est plus tellement la question aujourd'hui. C'est la question de penser un parcours comme un ensemble de situations qu'une personne va vivre. On parle même de situations expérienciées, c'est-à-dire de situations où la personne vit des expériences, et on va essayer d'organiser ces situations, quel que soit le moment où elles se déroulent et quel que soit le lieu où elles se déroulent, l'espace où elles se déroulent, on va les organiser dans une perspective d'apprentissage professionnel. Et c'est là où c'est tout à fait intéressant parce que en installant, et j'en viens à mon troisième temps, je vais un peu vite, mais je vois que le temps passe, en installant cette question de l'apprentissage, c'est comment finalement un futur professionnel apprend son métier, je réinterroge nécessairement la question des situations. Et je le disais en préambule tout à l'heure, le terme situation, il est intéressant parce que il rassemble les questions de temps, mais il rassemble aussi les questions de rapport de rapport au pluriel à l'apprentissage, au travail, et il rassemble aussi la question des lieux. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui qu'un parcours de professionnalisation, c'est quelque chose qu'il faut entendre comme différents lieux et pas seulement deux lieux. Cette question de l'apprentissage déplace quelque chose qui relevait de deux variables pour l'élargir à plusieurs variables. C'est qu'on peut avoir des situations qui soient des situations qui nous renvoient au passé, qui nous renvoient à des expériences sociales et personnelles qu'on a pu vivre, même à des expériences dans le présent, dans le moment même où on est en formation, mais qui sont déplacées par rapport à la situation formative ou potentiellement formative qu'on peut me proposer. Et puis, ça renvoie aussi à des situations qui peuvent être dans d'autres lieux et pas seulement un stage ou plusieurs stages. Des choses aussi que je peux vivre à titre personnel, qui se rapprochent de la situation de travail qui est un peu la pierre angulaire de mon apprentissage professionnel ou des situations de travail, mais qui soit une expérience personnelle que j'ai pu vivre autour d'une activité précise. Donc cette situation, cette notion de situation, elle est intéressante parce qu'elle fait exploser une vision très binaire de la formation professionnalisante ou des parcours de professionnalisation. Et puis, elle fait exploser aussi une vision très chronologique, très linéaire des temps. On fait des retours en arrière, on fait des pauses, on y revient, on ajuste. On peut avoir des temps d'intégration, d'incorporation. Et donc, ça élargit aussi la conception du temps. Le temps devient plus élastique et en même temps, cette élasticité du temps se heurte à nouveau à des contingences plus idéologiques, politiques, organisationnelles, qui fait que à un moment donné, le temps va nous rattraper, le temps social va nous rattraper en nous disant ben là c'est fini, la formation est terminée, il faut clore vos apprentissages, il faut donc certifier vos apprentissages et en amont les avoir évalués. Et c'est quelque chose qui bouscule beaucoup les apprenants parce que
cette approche de situation par les situations montre bien que on n'en a jamais fini d'apprendre. C'est-à-dire que l'analyse de l'activité du travail dans une situation donnée oblige à penser que les choses ne sont jamais définitives. Elles sont réglées provisoirement pour l'instant, pour le moment. Elles supposent sans doute à un moment donné d'y revenir. Et si on renvoie à une conception qu'on peut vivre au quotidien dans nos apprentissages sociaux, sans même parler de nos apprentissages professionnels, on voit bien que à chaque fois que j'ai une situation qui me donne l'occasion, j'allais dire qui me donne le temps de revenir dans une forme d'analyse de ce que je suis en train de faire ou de ce que j'ai déjà fait, ça m'oblige à réinstaller d'autres temps à venir. C'est-à-dire, ça m'oblige d'une certaine manière à considérer que ça n'est pas acquis. C'est-à-dire que, sans parodier Aragon, si j'ai bonne mémoire, rien n'est acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. C'est-à-dire, c'est bien l'idée qu'à un moment donné, euh, l'analyse va m'obliger à revenir, à améliorer, à modifier les choses dans ce que je fais, et donc à m'obliger à prendre en compte d'autres temps. Quand on dit, par exemple, je vais y revenir, souvent de manière un peu triviale, on dit cette expression-là, je vais y revenir, je vais arrêter pour le moment, mais je vais y revenir. C'est l'idée finalement qu'on a conscience que ça n'est jamais fini. Et c'est là où les travaux sur les régimes d'historicité sont intéressants parce que on voit bien que cette manière de penser le temps de manière linéaire, chronologique, dans un temps donné, dans un temps limité, délimité, il est très soumis à la manière dont les sociétés pensent les temps. Et donc, c'est souvent en contexte qu'on peut penser les temps, et c'est aussi par rapport au stade d'avancée dans les temps que nous vivons. C'est-à-dire qu'il est évident que quelqu'un ne pense pas les temps de la même manière quand il a 25 ans ou quand il en a un peu plus et qu'il est proche de la retraite, par exemple, ou en retraite. Donc, cette question des temps, elle est importante à considérer parce que elle, elle nourrit ou elle ravive des questions qui ne sont pas que des questions de temps, qui sont aussi des questions de manière de penser les apprentissages et d'une manière plus générale de penser la vie, c'est-à-dire les temps sociaux. Et considérer que le temps de la formation, ça doit être court parce qu'après, il faut que je fasse autre chose, il faut que je trouve du travail, etc. C'est quelque chose qu'on peut se dire à une période de sa vie, mais qu'on ne se dit pas forcément un peu plus tard parce que justement, on va profiter d'autres moments de sa vie pour revenir à des temps de formation qu'on avait peut-être clos trop rapidement ou qu'on nous avait imposé de clore de manière extrêmement rapide. Alors, vous verrez, je pense qu'il me reste plus beaucoup de temps. Non, S'il est Philippe, 13h. j'allais justement attirer ton attention sur le fait peut-être qu'il faut Voilà. penser à clore, peut-être garder des éléments pour la discussion aussi, si jamais. Voilà. Alors, je dirais que pour terminer, pourquoi parler d'apprentissage professionnel et pourquoi il me semble que l'apprentissage professionnel, c'est-à-dire de rappeler que la finalité d'un parcours de professionnalisation, c'est apprendre un métier, apprendre son travail, c'est que si on rappelle ça, on donne un autre éclairage au temps. C'est-à-dire, on donne un autre éclairage au temps parce que ça va nous obliger à penser deux autres dimensions. La notion de situation, comme je le disais il y a quelque temps, c'est le moment que je il y a quelques instants, c'est-à-dire je vais devoir penser les temps en me posant la question de savoir quelles sont les situations les plus à même de m'accompagner dans mon apprentissage professionnel. Et je vais aussi poser la question de mes rapports pas seulement mes rapports au temps, mes rapports à la formation et mes rapports à l'apprentissage. C'est-à-dire comment je considère que pour apprendre telle chose, j'ai besoin de telle autre chose. Et ça, c'est quelque chose tout à fait important, mais que je ne peux pas faire seul. J'ai besoin de gens qui m'aident à pointer ces questions-là.
D'où le fait que je rappelle souvent que la pédagogie, au sens très large du terme, tels que des auteurs comme Michel Fabre ou Jean Housset ont pu le définir, c'est quelque chose qu'il faut réinstaller dans l'ingénierie de la professionnalisation, qu'elle a été souvent de l'ordre d'un impensé. Pourquoi la pédagogie? Parce que la pédagogie, c'est vraiment quelque chose qui nous ramène à l'essentiel d'une formation, qui nous ramène à l'essentiel de ce que c'est l'éducation, c'est apprendre. Et je vous renvoie aux travaux d'Olivier Reboul, bien connu de la plupart d'entre vous, qui a beaucoup développé ce lien entre éduquer et apprendre. Voilà, je pense que j'ai à peu près terminé, mais je pourrais revenir et vous verrez le PowerPoint que j'ai voulu assez écrit, hein, pour peut-être vous permettre aussi d'aller plus loin. Et j'ai mis une bibliographie à la fin qui fera référence notamment aux deux ouvrages dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont parus chez Champs Social.